Bonjour et bienvenue sur cet Agora Manager consacré à la fidélisation des soignants. Alors, je suis Lydie Ouatremet, journaliste à Hospimedia. Je vais animer cette conférence avec nos intervenants. Cette conférence fidélisation des soignants est proposée par Prométhéo. Permutéo. L'enjeu de la fidélisation est de taille, car un nombre inédit de soignants quitte actuellement la profession. Selon la FHF, on a entre 2 et 5% de postes vacants de soignants dans les établissements de santé et les établissements médico-sociaux. Le constat fait consensus et il n'est pas question dans cette table ronde de remettre en cause les chiffres, ni de chercher à savoir pourquoi on a tous ces départs, mais plutôt de voir comment le management et la fidélisation des soignants, la stratégie de fidélisation, va pouvoir répondre à cette problématique du recrutement. Alors effectivement, on a dans des établissements des choses qui se passent, des actions. Dans la crise, on a innové, trouvé de nouvelles solutions. Pour en parler avec nous, Elisa Tramcourt, vous êtes cadre supérieure adjointe à la direction des soins du CH de Lens, qui est aussi établissement support du GHT de l'Artois. Également avec nous, Quentin Enaf, vous êtes responsable adjoint du pôle ressources humaines de la FHF. Et Rémi Griffet, responsable de l'activité emploi à Hospimedia, donc qui comporte Staff Santé et Permutéo. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet et parler fidélisation, il nous a semblé important de revoir quelques problématiques managériales et c'est difficile de ne pas parler du rôle du management dans cette crise des recrutements. Alors, plusieurs questions. Quelles organisations ont été mises en place pour faire face aux problèmes dans la crise? Et quelles stratégies institutionnelles de territoire se sont articulées? Alors, on va commencer par du concret, du terrain, avec Elisa Tramcourt. Pourriez-vous nous dire, par exemple, quelques actions qui ont été mises en place et surtout, quel est votre rôle au CH de Lens? Parce qu'il est un peu particulier. Bonjour à tous. Donc, je suis adjointe à la direction des soins, chargée de la coordination des activités de soins et notamment de la coordination des ressources humaines, donc en lien directement avec la DRH. Effectivement, la crise sanitaire, nous étions déjà dans une situation de tension de nos effectifs, puisqu'on avait déjà 2 à 5% d'effectifs qui étaient manquants sur des postes vacants. Et au déclenchement de la crise sanitaire, comme vous le savez certainement, on a fait face à de la déprogrammation de nos activités. Donc ça nécessitait de pouvoir mobiliser nos agents sur des secteurs d'activité pour lesquels ils n'avaient pas forcément l'expertise et l'habitude. Donc il a fallu accompagner avec agilité et en situation de crise cette mobilisation d'effectifs. On a été amené par exemple à mobiliser nos infirmières de bloc opératoire qui n'avaient plus l'expérience d'une unité standard, d'une unité de chirurgie par exemple. Il a fallu rapidement mettre en place un plan d'accompagnement pour qu'elles puissent se sentir, elles, en sécurité, sécuriser la prise en charge de nos patients. Donc on a pu travailler chaque établissement, puisque nous sommes 4 établissements sur le groupement des hôpitaux publics de l'Artois, à travailler à cette réorganisation avec 2 hôpitaux fortement impactés, puisqu'avec des activités de MCO et qui ont dû monter des unités Covid, des unités de soins critiques Covid, des unités conventionnelles d'hospitalisation de médecine Covid. Donc la première des choses, ça a été celle-ci, ça a été de mobiliser les effectifs qu'on avait en interne. Ça a été de collaborer avec l'Agence régionale de santé. On peut le dire que sur cette période de crise, les échanges qui étaient coordonnés, qui étaient hebdomadaires, permettaient de partager sur le territoire les difficultés de tension d'effectifs, de partager avec l'ARS aussi nos difficultés et d'utiliser les moyens qui pouvaient être mis à disposition sur les réserves sanitaires et les plateformes RH. C'est des solutions qu'on a fortement mobilisées. Mais les limites, vous le savez, c'est que les personnels arrivent, qu'ils n'ont pas l'habitude de l'unité, qu'ils n'ont pas l'habitude des outils proposés et utilisés. Et il fallait du coup une forte mobilisation de l'encadrement. On a dédié des cadres à l'adaptation à l'emploi en situation directe dans nos unités Covid pour sécuriser les prises en charge et sécuriser les professionnels à qui on demandait un effort quand même considérable.
Derrière cette situation de crise, quand on a réussi à restabiliser l'établissement, est apparue de toute façon une souffrance qu'on avait sur nos équipes qu'on connaissait déjà et qu'il a fallu accompagner. C'était pas vraiment un électrochoc, bien qu'on en soit conscient, mais il fallait agir parce que derrière, effectivement, on avait des départs qui s'amorçaient dès la première fin de crise, avec des professionnels qui avaient de l'expérience depuis X années dans l'établissement et qui pour autant s'y retrouvaient plus. On était post-traumatique, c'est sûr, d'une situation inédite, mais en tout cas, c'est un indicateur que même là, malgré l'accompagnement qu'on avait pu proposer, parce qu'on ne voulait absolument pas se mettre en difficulté, les mettre en difficulté, c'était plus suffisant. Qui étaient ces cadres d'adaptation à l'emploi? Alors, on a mobilisé nos étudiants cadres, qui étaient donc en formation cadre et qui étaient du coup remis à disposition par l'Institut de formation en établissement. Et on a voulu vraiment leur créer une mission vraiment de proximité avec les équipes pour adapter à l'emploi, utiliser les logiciels, décharger les équipes des contraintes logistiques au plus près, sans pour autant ne pas mettre un manager d'activité globale qui gérait les plannings. Mais là, c'était vraiment avoir de la proximité avec les équipes pour les accompagner sur des événements quotidiens qui peuvent arriver et qui peuvent déstabiliser et mettre en insécurité. Donc ça a surtout été des personnels de l'établissement partis en formation, mais on a aussi eu des propositions de leurs collègues de formation qui sont venus sur des contrats à durée limitée pendant leur période de mise à disponibilité de l'Institut de formation. Et les salariés ont pris cette coordination Ça s'est très bien passé. Ça a été vraiment une vraie mobilisation aussi au niveau des équipes infirmières et aides-soignantes. Donc il faut savoir qu'on a donc, comme beaucoup d'établissements, déclenché des organisations qui n'existaient pas, souvent des organisations en 12 heures, il faut le reconnaître, qui nous permettaient de garantir un effectif minimum. Et donc cet accompagnement était plutôt bien vécu et bien accompagné, et les retours d'expérience qu'on a pu faire au terme de cette expérience étaient très, très positifs. On a reconduit ce dispositif dans le déclenchement de nos dispositifs hivernaux. On a été impacté là rapidement sur le dispositif hivernal pédiatrique, un peu plus tôt que ce qu'on s'attendait dans le contexte de la crise sur la région, notamment du Nord-Pas-de-Calais. Donc on a reconduit cet accompagnement de proximité avec un cadre qui est détaché et qui vient vraiment faire de la proximité au moins sur les 3 premières semaines du dispositif. Parce que là aussi, vous mettez en œuvre une unité, un dispositif qui va être limité dans le temps, avec des professionnels que vous mobilisez d'un secteur ou d'un autre, mais qui n'ont pas forcément l'appétence pour la pédiatrie. Il faut le reconnaître que parfois, il va falloir faire preuve un petit peu de discussion et de sécuriser un petit peu les organisations et ce qu'on va proposer pour pouvoir garantir la pérennité, parce que ces lits, on en a besoin pour les enfants du territoire qui ont besoin d'être hospitalisés. Donc c'est à nous de garantir aussi que pour les soignants, on ait une sécurité dans le fonctionnement. Alors, après cet exposé de ce dispositif, j'aimerais avoir l'avis de Monsieur Enaf. En fait, à la FHF, ce genre d'adaptation des établissements, des GHT, se trouver de nouvelles innovations, de nouvelles solutions. Vous avez effectivement accompagné, encouragé? Oui, peut-être pour... on a commencé par dire qu'on avait actuellement des postes vacants dans nos établissements. Cette réalité, elle est pas nouvelle, c'est-à-dire qu'on est actuellement à peu près dans les mêmes eaux que ce qu'on connaissait avant la crise. Et ce que je retiens moi particulièrement de la période qu'on a traversée depuis mars 2020, c'est la formidable capacité d'adaptation de l'ensemble de nos professionnels, la capacité d'adaptation aussi du statut, dont on dit parfois qu'il était trop rigide, dépassé, dans des paquebots qu'on n'arrivait plus à piloter. Et moi, ce que je retiens, c'est vraiment ça. C'est les soignants qui ont, avec leurs équipes, je dirais aussi administratives, médicales, logistiques et techniques, étaient en capacité de changer totalement leur organisation. Et les exemples qui sont donnés à Lens, on pourrait en avoir dans l'ensemble des établissements hospitaliers, et ça je crois que c'est vraiment un élément important. Et du coup nous, au sein de la fédération, pendant la période qu'on a traversée, je dirais à la fois on avait un rôle de pouvoir en direct informer les pouvoirs publics sur
ce qui émanait du terrain. Nous, on avait organisé une sorte de cellule de crise interne au réseau où tous les jours, on voyait l'ensemble de nos correspondants des fédérations hospitalières régionales pour pouvoir avoir les difficultés en temps réel et les faire remonter à la DGOS et au cabinet en direct. Et du coup, accompagner ces réorganisations où en effet certains ont appris des nouveaux métiers ou réappris des métiers. On a travaillé sur les formations accélérées qu'il a fallu accompagner avec à la fois le volet uniformisation des outils de formation pour ceux qui ont dû prendre dans l'urgence, en réanimation ou ailleurs, des patients qui n'avaient plus l'habitude de voir au quotidien. Et donc toute cette dynamique-là, évidemment, on l'a accompagné très précisément. Est-ce que ça pourrait faire l'objet d'un guide management de la FHF? Alors oui, tout à fait. La fédération réalise énormément de guides. Alors après, je pense qu'il y a deux aspects. Il y a pendant la crise, on ne prend pas le temps de faire un guide. Il faut réagir rapidement. C'est plutôt des fiches techniques qu'on diffuse, qu'on fait le relais, qui ne sont pas d'ailleurs forcément créées, inventées au sein, je dirais, de la FHF, mais qui sont issus d'un établissement public et qu'on fait rayonner, je dirais, en diffusant rapidement ces éléments-là. Et après, je crois qu'on a un travail qui est sur les formations. Nous, on a lancé au sein de ce salon d'ailleurs les premières propositions de transformation du système de santé, qui est un peu, je dirais, l'expérience de la crise qu'on remobilise actuellement pour préparer ce que doit être l'enjeu à 1 an, 5 ans ou 10 ans du système de santé, ces mutations qu'il faut organiser. Et évidemment, là, on a un travail qui est, je dirais, à la fois entre le guide de management, on travaille là actuellement sur un guide de la négociation collective, parce que ça, c'est un enjeu qu'on ne fait pas pendant la crise. C'est pas le moment où on organise formellement des phases de négociation très lourdes, mais là, en sortie de crise, au moment où les textes portés par la loi de transformation de la fonction publique apportent de nouvelles manières de négocier, évidemment, on accompagne les établissements en leur apportant, là pour le coup, des choses construites sur la durée, en associant les établissements, les acteurs du dialogue social aussi de nos établissements, pour produire quelque chose qui est un accompagnement technique fourni et des guides. Le pôle des ressources humaines de la FHF en fait, je dirais, 4-5 chaque année, en sélectionnant un peu les thématiques qui nous paraissent importantes. Et effectivement, chaque année, on voit les évolutions arriver. Vous m'avez confié, Rémi Griffet, avoir constaté également une évolution dans le contenu des offres pendant cette crise, avec des demandes plus précises peut-être. Oui, alors sur tout ce qui concerne la partie recrutement, là aujourd'hui on est sur une thématique qui parle de la fidélisation. La fidélisation, ça contribue, la fidélisation et le recrutement, c'est ce qui contribue à l'attractivité. C'est une thématique qui était déjà bien prégnante avant la crise, et la crise a aujourd'hui exacerbé cette volonté, en tout cas cette politique des établissements en termes d'attractivité. Et nous, au niveau de nos activités, on constate qu'on peut mettre en place plein d'éléments pour l'attractivité des établissements, mais néanmoins, il y a cet enjeu de pouvoir le communiquer. Le communiquer quand on cherche à mettre en place des actions pour fidéliser son personnel. On revient un peu sur la notion de l'hôpital magnétique. C'est quelque chose qu'on retrouve, voilà, c'est un terme qui est très à la mode, qui a été théorisé il y a quelques années par, je crois que c'est Mathieu Sibé qui a théorisé ce concept-là. Fidéliser, avoir, on va dire, des soignants qui sont bien dans leur poste, et ben c'est des soignants qui soigneront mieux. C'est des patients qui seront moins souvent, enfin qui auront des séjours beaucoup moins longs et qui guériront beaucoup plus vite. Et on s'aperçoit effectivement au niveau des offres d'emploi que l'on diffuse sur nos différents supports, c'est qu'il faut faire transparaître tous ces éléments qui sont mis en place, tous ces préceptes qui sont mis en place aussi au niveau des établissements, puisque la politique elle est propre aussi à chaque établissement en fonction des moyens qu'il a en place, en fonction de son territoire, puisque les enjeux ne sont pas forcément les mêmes en fonction des territoires dans lesquels on se retrouve. Et il y a aussi des éléments sur le Ségur et des annonces qui sont beaucoup plus importantes. C'est-à-dire que communiquer une offre d'emploi.
adaptabilité, plus de nouveaux métiers qui émergent? Des nouveaux métiers qui émergent aujourd'hui, voilà, on les retrouve pas forcément encore beaucoup dans les offres d'emploi, mais je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure par Mme Tramcourt. Je crois qu'il y a une nécessité de polyvalence que la crise a exacerbé sur les nouvelles recrues et dans le cadre de la fidélisation, les parcours de soins sur la polyvalence des soignants pour faire face éventuellement à une nouvelle crise. Monsieur Hénard, vous êtes d'accord aussi sur ce constat de demande de polyvalence et de dispositifs pérennes? Oui, et puis davantage de coopération. Ce que je crois qui a été majeur pendant la crise, c'est le moment où, moi j'étais en établissement à Roubaix le 15 mars, et on est sidéré par une crise qu'on sent venir mais qu'on identifie mal, et on ne sait pas au jour du 15 mars comment on va organiser des équipes, c'est quoi la composition d'une unité Covid, comment on va identifier quels patients vont en unité Covid, quels patients vont en réanimation, etc. Et du coup, il y a une nécessité de repenser les organisations. Et on a eu un rapport qui avait été demandé dans le cadre de la loi RIST de 2021 sur les coopérations, sur les pratiques avancées pour faire le bilan, et on voit que on est avant l'été à peu près à 200 IPA qui sont inscrites à l'ordre, ce qui est très faible, sur un objectif de 3 à 5 000 d'ici 2022-2023. Mais au-delà, il y a le travail sur les protocoles de coopération, où je pense que pendant la crise, on a vu qu'il y avait un besoin de simplifier les choses, de pouvoir innover localement, et après ces expérimentations changent l'ensemble de l'organisation dans les établissements. Et je crois que ça, c'est vraiment l'un des aspects moi, que je pense majeur. C'est pas forcément tant des nouveaux métiers où on parle sur une machinerie assez lourde, on change les décrets de compétences, qui font toujours l'objet de beaucoup de tensions et de discussions entre les organisations qui voient leurs compétences potentiellement déléguées à quelqu'un sans estimer que le service qu'ils peuvent rendre eux va être identique demain. Mais je crois que ce débat-là, il est vraiment dépassé. On le voit sur, d'ailleurs la semaine dernière encore, avec l'opposition d'un certain nombre de lobbies médicaux pour limiter la capacité de certains auxiliaires à intervenir directement dans le cadre du parcours du patient. Je crois que ça, c'est vraiment quelque chose qui doit être amené, ce conservatisme qui doit être amené à être dépassé, parce qu'on a vraiment besoin de refaire travailler mieux les professionnels de santé. Hier, on organisait au centre de la FHF une discussion avec les syndicats de jeunes professionnels, les étudiants infirmiers, les étudiants médecins, les étudiants pharmaciens, et on voit que eux ont intégré que demain, il faudrait faire différemment, plus souple, davantage de coopération, mais ça implique quand même, et j'en terminerai par ça, qu'on définisse précisément ce que rentre dans le protocole de coopération et qu'on donne vraiment l'initiative, la possibilité au terrain de s'exprimer. Ça fait plus de 10 ans qu'on est censé pouvoir faire des protocoles de coopération, et en réalité, la simplification, elle a été opérée en 2020-2021, et c'est vraiment très très récent, la capacité pour le terrain, pour se mobiliser de ces protocoles de coopération. Et je pense que c'est l'organisation de nos établissements de demain qui se joue là, plus que éventuellement des nouveaux métiers. Bon, on a parlé des pratiques avancées par exemple. Et c'est à ce titre qu'on arrivera à fidéliser nos professionnels. C'est ce que vous partagez également? Oui, je partage complètement, et ce que je voudrais rajouter, c'est que la force, elle vient des professionnels eux-mêmes. Parce que la force de mobilisation, la force de s'adapter, la force de nous faire des propositions aussi pour que ce soit bénéfique pour les patients. Donc on a pu identifier quand même au décours de cette crise le potentiel de nos équipes, de nos soignants, à être voilà, force d'innovation, force d'organisation. Et la fidélisation, c'est aussi les écouter, c'est prendre en compte ce qu'ils ont envie, ce qu'ils sont capables de donner, les limites qu'ils vont nous poser, parce que si on ne les entend pas à un moment donné, ben c'est comme ça qu'on peut aller dans le mur en termes d'organisation et de fidélisation. Donc c'est tout ce potentiel qu'il faut mobiliser.
Fidéliser les soignants, c'est effectivement les impliquer dans les organisations, c'est les impliquer dans leur rythme de travail, c'est leur garantir un fonctionnement d'établissement qui ne va pas les rappeler tous les matins parce que on n'a pas réussi à trouver d'autres solutions. Donc il y a beaucoup de sujets à retravailler en parallèle. Donc c'est vrai que nous, on a démarré toute cette démarche en post-crise et que point par point, on va travailler avec les soignants. On n'aura pas toutes les solutions tout de suite. En tout cas, l'effort de conscience est collectif. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques points qui sont actuellement à l'étude? Alors, ce qu'on est en train d'étudier, effectivement, on a d'abord travaillé avec chaque établissement, à travailler des apports locaux. La fidélisation passait aussi par une sécurité au niveau du statut. Passer par une sécurité par rapport au parcours professionnel qu'on pouvait offrir et par rapport au projet professionnel qu'on pouvait offrir tout du moins aux nouveaux recrutés ou aussi sur des personnels plus anciens qui avaient des projets professionnels qu'il fallait accompagner. Donc ça, c'était un premier point. C'était entendre que certains, effectivement, ils ont une capacité d'être polyvalents sur des unités, mais pas tout le monde. Et que de ceux qui n'avaient pas ce choix d'être polyvalents, il fallait l'entendre aussi et leur proposer des possibilités d'évoluer, de gagner en expertise, de tendre vers peut-être une formation d'IPA. Donc voilà, accompagner aussi des projets professionnels dans ce schéma-là. Et puis travailler avec ceux qui voulaient être polyvalents pour faire suite aux accords de Ségur, peut-être sur des fonctionnements d'équipe de suppléance, mais une équipe des suppléances structurée, organisée aussi avec un rythme de travail dédié, organisé, qui permettent aussi à ceux qui sont volontaires et qui ont le profil d'être polyvalents, d'avoir aussi un rythme et un confort de vie. Je pense qu'il y a l'équilibre aussi qui est fortement attendu, de l'équilibre professionnel où je m'épanouis parce que je fais ce qui me plaît, je suis dans une discipline dans laquelle voilà, je m'éclate. Et puis à côté, mon équilibre personnel qui est souvent mis en avant par les soignants. Est-ce que vous pouvez comprendre que toutes ces évolutions peuvent faire peur et finalement créer une certaine frustration chez les plus anciens ou même chez les plus jeunes? Alors, je pense que les plus jeunes sont force de proposition. Ils sont vraiment dans une dynamique et dans une capacité de dire « nous, on n'accepte pas ça, moi, je ne veux pas ». Il y a une sorte d'immédiateté aussi des fois dans la prise de décision sur certaines situations par les plus jeunes, quand on a une proposition d'affectation qui ne leur convient pas. Il y a une réactivité à dire moi je vais aller dans l'établissement à côté parce que je veux avoir cette affectation qui me convient, ou j'accepte de venir. Il y a un petit peu une notion d'échange, de contractualisation qui est non seulement sur la forme contrat, mais aussi sur ce qu'on va leur offrir derrière. Et les plus anciens commencent à suivre, mais je pense qu'ils ont besoin surtout de sécurité. Ils ont vécu des choses difficiles voilà, par manque d'effectifs depuis plusieurs années et que il faut retrouver la confiance en ayant des messages forts et en montrant qu'au niveau des propositions, ça se concrétise par des effectifs en sécurité. C'est peut-être l'effectif adapté à l'activité, donc il faut faire des choix à un moment donné. Et puis voilà, surtout les associer à toutes les décisions, tous les projets qu'on met en place. Ce travail interprofessionnel dont nous parlait M. Enaf, vous l'avez constaté sur le terrain? Oui. Alors, il y a des secteurs qui sont plus de force proposition que d'autres parce qu'ils ont été en difficulté depuis plusieurs mois, même avant la crise. Pour les autres, ils sont plus encore dans l'observation, mais on a des secteurs, notamment où on a pas mal bougé sur la chirurgie, où effectivement, on a vu une dynamique et des propositions qui émanaient du terrain. Et finalement, la bataille dont nous parlait M. Enaf par rapport à l'accès à l'activité directe, ça ne transparaît pas du tout sur le terrain? C'est fluctuant, on va dire. Alors, autre question que je vous avais posée, et vous aviez eu une réponse très intéressante, c'est quelles sont les raisons qui pourraient faire que les soignants quittent le CH de Lens? Alors c'était surtout, c'est comme je l'expliquais juste avant, c'est un petit peu de, voilà, il y a la possibilité d'évoluer au niveau de la carrière, il y a la possibilité d'être dans un secteur qui nous plaît. Il y a aussi la possibilité de reconnaissance, d'appartenance à un établissement. Et ça aussi, il y a quelque chose qu'il faut travailler
En tout cas, on sait que nous, on doit développer. Quelque part, je suis fière de travailler dans cet établissement. Je communique aussi sur l'offre de soins qu'on peut y faire. Et donc, derrière, il y a tous ces sujets. Et puis, il y a les offres de territoire, parce que on travaille sur nos 4 établissements, effectivement, de façon assez collégiale, mais il y a aussi des offres sur d'autres établissements qui pourraient aussi venir. Donc, il faut travailler en bonne entente avec les autres établissements. Vous m'avez parlé d'initiatives justement communes aux établissements pour cette identité, pour... Oui. Donc on travaille aussi en réseau, on travaille aussi avec la communication, donc on a tout un travail qui est fait. Ça rejoint un petit peu sur la lisibilité de ce qu'on peut offrir en termes de communication pour être aussi attractif. Et c'est aussi aller chercher les jeunes dès les formations. Donc en fait, ça passe par aussi une association rapidement des instituts de formation vers lesquels on va rapidement pour intervenir auprès des étudiants dès leurs années de formation. On va les accueillir en stage, c'est mettre en place aussi des accueils et des phases d'intégration qui valorisent aussi le métier, quelque part, parce qu'ils ont été aussi impactés par la crise, parce qu'ils ont vu des choses pour certains violentes. Mais je pense que ça passe par les 3 éléments. On a les instituts de formation, l'accueil de nos étudiants, les managers de terrain qui forcément vont renvoyer une image, vont renvoyer la capacité d'intégrer des nouvelles recrues dans l'établissement. C'est de faire vivre et de valoriser les tuteurs qui s'investissent pour former leurs pairs. Donc voilà, on travaille un petit peu sur ces points-là également. Alors, on travaille la fidélité dès la formation, dès les IFSI, on parlait des IFSI, mais aussi au niveau de la formation des autres professionnels de santé. Ce qui est sûr, c'est que en effet, la réussite de notre attractivité, il y a vraiment 2 enjeux. Il y a l'enjeu d'attractivité, comment on fait venir les futurs professionnels, et puis comment on les fidélise. Et c'est pas les mêmes choses qu'il faut mettre en œuvre, parce que la fidélité c'est dans le temps. Alors on viendra tout à l'heure sur la marque employeur, mais il y a vraiment un enjeu de satisfaire la promesse qu'on a fait au moment du recrutement. Si on regarde un peu la situation, on a dit il y a des postes vacants, je dirais de manière un peu durable, ou en tout cas qu'on connaissait avant la crise et qu'on retrouve aujourd'hui. Moi, ce que je note dans les changements et post-Ségur, je pense que le Ségur, c'était pas anodin, c'est des revalorisations importantes à la fois sur le plan financier, mais aussi sur la projection sur la carrière. Plusieurs chiffres. On a fait une étude avec les étudiants infirmiers, 96% des étudiants infirmiers, alors qu'ils ont vécu la crise depuis 2020, disent 96%, on est fiers de notre métier. Donc on sort d'une crise où on a des gens qui ont encore envie, peut-être même d'ailleurs plus qu'avant, d'avoir retrouvé un sens positif. Deuxième chiffre, et j'en arrêterai là sur les chiffres, on a 6300 personnes qui se sont inscrites pour le concours de praticien hospitalier cette année. D'habitude, on était autour de 3000, 4000, plutôt 3000, donc plus 50% sur l'année 2021. On peut dire c'est un hasard, et voilà. Mais moi, je trouve qu'il y a quand même une concomitance qui quand même nous incite à penser que les gens vont faire le premier pas pour venir dans nos structures. Que l'attractivité aujourd'hui, le métier qui donne du sens, c'est à l'hôpital public qu'on a envie de commencer une carrière. Et après, on a un travail sur l'attractivité, comment on améliore le management pour faire en sorte que, au-delà de la qualité du recrutement et de l'accueil, on s'investit dans la durée. C'était le plan Manager mieux pour soigner mieux de août 2021. On a beaucoup travaillé à la Fédération hospitalière de France avec la DGOS et puis un certain nombre d'acteurs de l'écosystème hospitalier public pour dire voilà les règles, quelques principes. C'est pas un énième décret, c'est pas une énième loi qu'il faut, c'est faire irriguer des bonnes pratiques, dire c'est quoi la formation managériale auquel doit accéder l'ensemble des managers médicaux, paramédicaux, comment on crée des binômes qui fonctionnent, comment on acte des projets qui ont du sens, qui sont à la fois portés par les équipes, validés par l'institution, mis en œuvre, évalués aussi si possible. Et du coup, c'est toute cette dynamique-là qui fera que le sens
fort des métiers qui sont les nôtres, qui font qu'à un moment ou à un autre, on pousse la porte d'un hôpital pour venir signer un contrat, et ben 10 ans après, on y est toujours, et on a l'impression que le sens et la promesse qui était forte dans le recrutement, et ben elle est toujours une réalité 10 ans plus tard. Alors en même temps, on a une situation quand même très paradoxale. Il y a une récente enquête également de la FHF et de l'adresse qui a mis en exergue le fait que le développement les 73% des responsables RH estiment que la situation est mauvaise. Ah oui, ça c'est la photographie à l'instant T. Oui. C'est-à-dire, on sort d'une crise qui a été difficile, avec des mesures qui... le Ségur, on le signe le 13 juillet 2020, et on a encore des mesures qui sont en train d'être finalisées, mises en œuvre, des revalorisations au 1er octobre, toutes récentes. Donc on voit bien qu'il y a, et je les comprends, de la part de nos collègues hospitaliers, à la fois une envie de croire que des choses différentes vont sortir du Ségur, et en même temps une inquiétude légitime qui est on nous a promis de multiples plans jusqu'ici, ça n'a pas forcément amélioré les conditions de travail jusque-là, pourquoi croire davantage que ce plan-là va marcher là où d'autres n'ont pas réussi? Je comprends le sentiment. Maintenant, ce qui a été fait depuis 1 an et demi, c'est objectivement majeur. Les revalorisations des carrières, les capacités de redynamiser la gouvernance hospitalière en associant davantage l'ensemble des professionnels, le travail qui est fait sur le management de projets, la gestion des projets dans les établissements. Enfin, voilà, je pense qu'on a aujourd'hui beaucoup d'outils. On avait besoin, je dirais, de retrouver du sens et de la cohérence. Maintenant, il faut que la dynamique perdure et que, je dirais, 2022, 2023, 2024, on continue sur la même trajectoire et qu'il n'y ait pas de zigzag qui, là, pourrait, pour le coup, donner raison à ce chiffre de 73%, qui craignent que, bon voilà, qui disent que le contexte aujourd'hui est dégradé. Et puis, je pense que devant, il y a l'idée que, finalement, des difficultés sont devant nous, là où, au contraire, on aimerait pouvoir dire, bah non, les difficultés elles étaient derrière, et ce qui arrive demain, c'est plus de moyens pour pouvoir mettre en œuvre nos projets. Mais on a encore des taux d'absentéisme extrêmement forts. Hein. Oui, on est toujours autour des 10%. C'est pour ça que du coup, dans les propositions que je vois une dame qui fait, oui, c'est beaucoup. Oui, c'est objectivement beaucoup, 10%. Et le sujet, c'est très variable d'un service à l'autre. On a des services où on a très peu d'absentéisme, voire pas d'absentéisme, d'autres il y en a beaucoup, parce que probablement, quand les conditions de travail se dégradent, eh ben, c'est là où il y a un effet boule de neige qui fait que ça devient de plus en plus compliqué. Et la charge de travail pour ceux qui restent dans l'équipe, elle est renforcée, accentuée, là où à l'inverse, quand il y a une bonne dynamique et qu'il y a peut-être davantage de solidarité, de cohésion dans l'équipe, eh ben, l'absentéisme est plus faible. Et ça, dans tous les établissements, vous verrez des services, je dirais à peu près similaires, où vous avez un absentéisme qui peut aller, pas dire du simple au double, mais à quelques points de plus ou quelques points de moins. Rémi Griffet, vous prônez l'amélioration des conditions de travail par la gestion des absences. Vous pouvez nous en dire plus? Oui, alors... je rebondis sur ce que vous dites et j'abonde. J'abonde. Permutéo, donc c'est une solution qui a vocation à simplifier la gestion des remplacements. Et on parlait tout à l'heure d'améliorer la qualité de vie au travail par le biais de l'équilibre entre vie privée, vie professionnelle, par le biais aussi de déclarer la polyvalence, c'est-à-dire le fait de pouvoir déclarer oui, moi je suis volontaire pour pouvoir être sollicité pour aller remplacer le cas échéant dans tel ou tel service en fonction des compétences. Et donc l'idée c'est d'avoir un outil parmi tant d'autres, parmi toutes les autres mesures qu'on peut mettre en place pour faciliter la fidélisation du personnel. Et toujours le but c'est, comme vous le dites, à partir du moment où on essaie de se donner les moyens de pouvoir éviter de travailler en sous-effectif, qui va être justement générateur d'une croissance de l'absentéisme, c'est un outil qui a vocation à vouloir simplifier ça, aussi bien au niveau des équipes et des professionnels, mais aussi au niveau de l'encadrement, parce que pour l'encadrement, c'est aussi une tâche qui est compliquée de gérer l'absentéisme.
pas beaucoup de cadres qui apprécient de rappeler les salariés sur leur temps de repos. Et c'est un outil qui permet aussi aux salariés de se déconnecter amplement aussi à un moment donné où on peut dire stop, parce que ces professionnels qui contribuent à faire tourner les services, à être volontaires pour ça, bah, ce sont des professionnels qui sont importants, parce que le jour où la corde casse, bah, c'est là où c'est encore plus compliqué pour la structure. La question de l'absentéisme, elle est aussi prégnante au CH de Lens. Oui, tout à fait. On est tout à fait dans les mêmes chiffres. Hein. De toute façon, on est sur un taux moyen de 10% à peu près d'absentéisme. C'est vrai que depuis plusieurs années, on a mis en place des revues de ressources humaines, donc en collaboration, direction de soins, direction des ressources humaines et cadre de pôle, qui permettent de travailler sur l'absentéisme prévisionnel. Donc ça, c'est déjà une part qu'on fait tous les 1 mois et demi, 2 mois. Donc ça nous permet de projeter un congé maternité qu'il faudra remplacer, un départ en formation. Donc on a tout ce volant de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences qui peut être fait quand même un petit peu à distance. Et puis bien sûr, le quotidien, c'est l'absentéisme inopiné qu'il va falloir gérer. Donc l'absentéisme inopiné, pour l'instant, ça se passe forcément par l'appel du cadre de proximité de l'unité concernée, parce que déjà, c'est mobiliser les compétences au sein de l'unité pour pas avoir un défaut de continuité d'activité. C'est une lecture après au sein du pôle si on n'a pas réussi à trouver une solution dans l'unité. Et après, on passe en extrapôle où on a une cadre au niveau de la direction des soins qui va faire le lien avec les autres secteurs et les autres cadres pour pouvoir trouver une solution. On a aussi des indicateurs d'activité. Ça veut dire que si on a dégradé l'effectif parce qu'on n'a pas trouvé de solution, on ne peut pas faire la même prise en charge, on ne peut pas avoir le même nombre de patients accueillis. Donc il faut rationaliser. Il faut aussi mettre dans la boucle les équipes médicales pour alerter. Alors oui, on va peut-être trouver une solution quand c'est possible, parce que ce n'est pas un secteur en tension et parce que effectivement, on a déjà 2-3 lits disponibles dans l'unité, qu'on n'a rien d'annoncé en entrée au niveau des urgences et on va pouvoir temporiser un petit peu. Et quand c'est pas possible de le faire, on va vraiment trouver une solution au niveau des pôles ou voire de l'intérim. Donc on a mis un petit peu ces verrous de sécurité, mais je pense que ce qui est important et ce que nous on essaye de travailler à l'heure actuelle, c'est de nous donner des indicateurs aussi de tension sur nos effectifs, des indicateurs dans une unité, dans un pôle, pour nous dire attention, effectivement la tension elle est arrivée et là on va créer des mauvaises conditions de travail pour tout le monde et d'insécurité. Donc donnons-nous les moyens de garantir auprès de nos agents des conditions de travail correctes. C'est le lien avec la fidélité aussi, parce que si régulièrement je me retrouve à gérer un secteur de 20 patients au lieu de 15 ou de 10, forcément ça ne va pas me donner envie de rester. La fidélisation, c'est aussi donner du sens, Monsieur Enaf. Et c'est vrai que comment se différencier et arriver à avoir ce nouveau sens. Alors il y a 2 ans à Santexpo, on parlait de changement de paradigme. C'est une expression qu'on a peu entendue. On n'a plus. Alors, on est déjà dans le changement de paradigme. On a eu la crise sanitaire. On sort de cette crise où on est encore dans cette crise et on en tire des leçons. Et j'ai l'impression que tout le monde est en mouvement aujourd'hui. Le changement de paradigme, c'est peut-être quand Frédéric Valtou a ouvert le salon, il a dit, bon, je ne reciterai pas mes propos de 2019, mais en effet, bon, c'est un peu l'exercice auquel vous m'invitez à nous prêter, mais qui était de dire, le constat, on le faisait déjà en 2019, on le faisait d'ailleurs probablement en 2018 et on pouvait remonter quelques années encore avant. La vraie différence, c'est que au moment de la crise, on se rend compte qu'on n'est pas prêt, que le système de santé n'est pas prêt, n'est pas armé pour le faire, et que on ne s'en sort uniquement sur une chose, c'est la mobilisation extrêmement importante des professionnels hospitaliers, et je crois qu'on les remerciera jamais assez pour l'ensemble du travail qu'ils ont accompli dans les premières semaines de la crise, et je dirais encore aujourd'hui, parce que c'est une crise qui, pour beaucoup de Français, a duré 2 mois, le premier confinement, et puis déjà les confinements d'après, c'était déjà plus normalisé. Pour certains soignants, ça fait pratiquement 1 an et demi que non-stop, on a des difficultés, des réorganisations, on fait des unités Covid, on les referme, on les recrée. Bref, je reviens pas là-dessus, mais ce qui me paraît essentiel sur le changement de paradigme, c'est qu'on dit là, on ne peut pas faire avec ce nombre de professionnels de santé, paramédicaux, médecins, mais il faut en avoir davantage. On supprime le numerus clausus et on augmente l'objectif de formation. Ça, c'est mars 2021, la conférence nationale qui aboutit à ce qu'on dise, en fait, on doit
recruter 1000 internes de plus dans les prochaines années, chaque année. Et du coup, ça, c'est pratiquement 10%, hein, c'est majeur. C'est aussi les plans sur, on va recruter davantage d'infirmières et d'aides-soignants. Et du coup, on en forme davantage. On augmente notre capacité de formation IFSI, IFAS, etc. Et du coup, dans cette continuité-là, nous, ce qu'on propose à la FHF pour la plateforme présidentielle, c'est de dire il faut remettre peut-être demain 100 000 aides-soignants et infirmiers de plus dans les établissements médico-sociaux pour préparer le vieillissement de la population, et dans les établissements hospitaliers, il faut recruter aussi pour changer cette difficulté qui est très forte dans la fidélisation, qui est l'incertitude de cette semaine on tient, mais est-ce que la semaine prochaine ce sera encore possible? Je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'univers professionnel où à ce point-là on peut être fragile avec des risques, des craintes de voir se déliter l'activité, alors que je dirais à l'instant présent on est encore un peu sécure. Et donc on a parlé de l'intérim médical ces dernières semaines, c'est typiquement le sujet. Qu'est-ce qui rend difficile pour des infirmiers, des aides-soignants de se rendre dans son établissement? C'est la crainte que le médecin qui est là la nuit, ils connaissent pas le service, et du coup que la responsabilité de la prise en charge, elle repose pas sur le médecin qui devrait normalement assumer la prise en charge, mais sur l'infirmière qui du coup se retrouve parfois en pleine nuit à devoir arbitrer des choses parce que parce qu'il y a quelqu'un qui tient la boutique. Et ça, c'est clairement un des problèmes qui rompt la promesse que je faisais tout à l'heure sur le sens. Et la coopération, c'est aussi de stabiliser dans le temps des équipes pour les faire travailler, infirmiers, aides-soignants, médecins et l'ensemble des professionnels de nos services. Alors ce mouvement qui est en cours, est-ce que vous le ressentez au niveau des offres d'emploi? Est-ce qu'il y a encore plus d'offres d'emploi d'infirmières? Est-ce que... Alors, oui, très, très clairement, hein, on est sur des besoins alors, est-ce qu'ils sont de plus en plus importants? Sans doute. Par contre, le fait et je reviens sur ce concept de communication et de faire savoir, c'est-à-dire de médiatiser ces besoins au sein des établissements, et là je rebondis sur la thématique de la marque employeur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est des thématiques qui sont prises de plus en plus en compte par les établissements de santé. Un établissement de santé, concrètement, au niveau de son territoire, alors si on reprend l'exemple du CH de Lens, hein, on en parlait tout à l'heure, je crois que c'est 3000 agents, c'est 3000 soignants. Je suis pas sûr qu'à Lens, il y ait beaucoup d'entreprises qui aient 3000 employés dans Lens intramuros. Donc concrètement, il y a de fortes probabilités pour que le CH de Lens soit le premier employeur de sa ville. Tout à fait. C'est-à-dire que, et pour beaucoup d'hôpitaux, c'est la même chose. Pour beaucoup de maisons de retraite dans des petits villages reculés, c'est aussi la même chose. Et tout ça pour dire que un établissement de santé, du coup, il a un rôle social aussi au niveau de son territoire, indépendamment de la fidélisation de ses soignants. Il a un rôle social au niveau des usagers, il a un rôle social au niveau des professionnels qui travaillent pour lui. Et quand on parle d'attractivité, quand on parle de marque employeur, en fait, c'est toutes ces actions de communication qui contribuent à tout ça. Un patient, voilà, si on parlait de la pédiatrie, voilà, si on veut faire naître des vocations des futurs professionnels de santé, voilà, un enfant qui est passé à l'hôpital, s'il voit que voilà, des professionnels qui travaillent dans un cadre agréable, ça pourra faire naître sans doute des vocations. C'est aussi des familles de patients ou de résidents qui viennent, et ce rôle, ça fait partie de la marque employeur. Et au niveau des offres d'emploi, c'est des choses qui doivent être communiquées le plus souvent, et on a des offres qui sont de plus en plus longues, et on est sur des concepts aujourd'hui qui sont pas forcément, on recrute pas forcément des infirmières dans tel service, mais en fait c'est un établissement qui va recruter des professionnels, et ces professionnels, en fait, on est capable de pouvoir leur offrir justement tous ces parcours et cette polyvalence pour pouvoir leur proposer des choses qui pourraient être voilà, aller le mieux pour eux. Depuis le début de cet échange, on a vu différentes facettes de la fidélisation. Donc à un moment donné, bien, il faut conclure, et c'est toujours compliqué. Alors je vais vous proposer de poser des questions pour compléter quelques points de vue ou problématiques qui ont été évoqués par nos intervenants, que ce soit sur la marque employeur, la fidélisation, l'attractivité
Oui, bonjour, Jamel Masser de la NAP. Nous, la NAP, on travaille aujourd'hui sur un projet d'attractivité et de fidélisation qui a pour objectif de produire des fiches techniques, des fiches pratiques très pragmatiques compte tenu de ce contexte. Moi, j'avais quelques remarques et deux questions. Alors, la marque employeur, c'est effectivement un élément très important. Vous citiez tout à l'heure la notion d'hôpitaux magnétiques, concept des années 80 aux États-Unis qui a été finalement décliné dans le cadre du projet ARIC en Belgique et dont aujourd'hui, en tout cas, il y a deux établissements qui sont le centre hospitalier de Valenciennes ou la clinique Pasteur à Toulouse qui ont effectivement travaillé sur ces sujets-là. Et on est sur de la stratégie, j'allais dire, moyen-long terme. Stratégie moyen-long terme qui, dans le cadre de cette réflexion, fait partie justement de la réflexion du comment je vais attirer, comment je vais fidéliser à moyen-long terme. On a également finalement cette notion de crise de fidélisation et d'attractivité. Ce n'est pas un sujet franco-français. Aujourd'hui, c'est un sujet mondial, c'est-à-dire y compris au Danemark. On a des établissements qui sont très avancés sur un certain nombre de sujets. On est confronté à ces mêmes problématiques. Donc voilà, c'est un sujet et la crise Covid n'est venue qu'amplifier un certain nombre d'éléments. Vous citiez tout à l'heure la notion de collaboration médico-soignante qui est extrêmement importante parce que ça donne du sens aux acteurs. Et aujourd'hui, dans le cadre de cette génération Z, mais non pas génération Y, ils ne souhaitent pas uniquement avoir un CDI, mais ils souhaitent donner du sens à ce qu'ils font. Et d'ailleurs, très souvent, ce qu'ils souhaitent, c'est finalement rester 2 ans dans une structure, passer dans une structure. Donc on a changé de dispositif. Et donc moi, ma question, c'est finalement, est-ce que vous ne pensez pas que la dimension managériale, indépendamment de la collaboration entre DRH et direction des soins, n'est pas un élément très important qui conditionne finalement cette notion de reconnaissance, d'implication, etc. et qui concourt à la fois à la fidélisation, également à l'attractivité. Je ne sais pas si on prend plusieurs questions ou si je réponds tout de suite. Est-ce qu'on va déjà répondre à cette question? Donc, est-ce que le management peut... Moi, je pense que sur ce sujet-là, il y a un enjeu de discours qui est évident. C'est-à-dire, et c'est pour ça que c'est la place du management, c'est de donner du sens et puis surtout je dirais, moi quand je suis arrivé dans un poste précédent, je suis dans un établissement où les équipes médicales vivaient un lent déclin. Et vraiment, je voyais l'ensemble des chefs de service l'un après les autres, j'étais directeur des affaires médicales, et ils me disaient tous, avant c'était bien, quand je suis arrivé à l'hôpital c'était bien, et maintenant plus personne ne veut venir, les jeunes ne veulent plus s'engager, on n'arrive plus à recruter, etc. Et ça c'est vraiment, je pense que c'était l'auto-alimentation de ce discours très névrosé. Et à partir du moment où on a activer un certain nombre d'outils, accompagner les professionnels pour qu'ils se forment au management, qu'ils apprennent à discuter sur le parcours professionnel de leurs collègues, etc. Enfin, c'est vraiment reprendre la base. Ils ont commencé à y croire. Et quand je suis parti de cet établissement avant d'arriver à la fédération hospitalière, ils avaient l'impression que c'était plus le même hôpital. Parce que c'était un hôpital où on était en dynamique, où c'était un peu la win, hein, c'est-à-dire on recrute, on a des gens qui veulent venir, qui sont contents de prendre un poste, qui s'inscrivent au concours de PH, etc. Et je crois que ça, c'est vraiment, et pour nous, la fédération, on a vraiment un rôle majeur, c'est comment on arrive à faire confiance dans le top management pour qu'on dise, vous, votre mission, c'est de former les managers de proximité pour que eux, ils aient les clés qui permettent d'intégrer réellement les personnes qui sont chez vous. Et puis ça passe par l'idée que c'est pas parce que vous êtes le dernier arrivé dans une équipe que vous avez les tâches les plus ingrates. Parce que pendant longtemps, on a eu ça dans nos équipes. Hein. Voilà, moi j'ai des fois eu des colères de vieux des équipes pour dire mais nous, il y a 30 ans, quand on est arrivé, on a fait tout ce que plus personne ne voulait faire. Et là, c'est notre tour de prendre tous les trucs sympas et de laisser tout ce qu'on ne veut pas faire aux plus jeunes, et eux, ils veulent plus. Alors, certes, il y a un constat qui est inévitable et qui est peut-être désespérant pour certains, mais oui, le monde a changé et clairement, nous ne recruterons plus, c'est fini, en disant voilà ce que personne ne veut faire et ça c'est pour vous et nous on fait le reste. Clairement, il faut intégrer, et ça c'est le rôle des managers de proximité, que de faire ce partage, d'expliquer que non, les jours de week-end ou les mercredis, c'est un peu pour tout le monde, et c'est pas parce que vous êtes là depuis 20 ans que vous passez en priorité. Ça c'est vraiment les clés du management et qui est compliqué, mais qui est inévitable en 2021 et dans les prochaines années parce que le monde maintenant est organisé comme ça.
Et la bataille des générations pourrait faire l'objet d'une prochaine table ronde. On a encore du temps pour une question. Bonjour, Monica Bad de la NAP. Moi, je travaille plutôt sur l'organisation des effectifs et du temps de travail. J'ai été très sensible à votre discours sur l'instabilité des organisations. Donc, je pense comme vous qu'elle est effectivement source de fuite, de départ de salariés qui ne se retrouvent pas et qui sont dans l'incapacité d'anticiper leurs organisations pro et perso. Mais pour travailler beaucoup sur le sujet, il me semble qu'il y a peut-être un déficit de formation des managers. Et plus les structures sont petites, plus il me semble que ce problème est fort. Et comment vous voyez les actions sur ce sujet-là? Est-ce que vous avez une réflexion qui est menée par rapport à ça, notamment du côté de la FHF? Madame Tramcourt, on en a parlé ensemble ce midi justement, et je pense que dans le cadre du projet de nouvel établissement, Oui. vous avez répondu à cette question. Oui. Alors, et c'est vrai que l'hôpital de Lens, on a un projet de nouvel établissement qui va s'ouvrir, nous l'espérons bien fort maintenant, d'ici fin 2025. Hein, donc, c'est un grand espoir pour nos équipes aussi, et c'est aussi force de mobiliser, de fidéliser, d'entraîner vers un projet. Donc, il est tout à fait, c'est tout à fait concret et on s'en est fortement imprégné. Le cadre de proximité, le management de proximité a un réel impact sur les organisations et la fidélisation des soignants. Et la proximité, ça veut vraiment dire être au cœur des activités, être au cœur de l'évaluation de la charge en soins pour pouvoir proposer des adaptations des organisations et des effectifs. Donc ça, c'est vraiment un sujet aussi qui nous tient à cœur au niveau RH. Et on souhaite démarrer de toute façon sur l'année 2022 un travail sur le management, la politique de management et l'accompagnement à la formation. Parce que, effectivement, il faut accompagner les managers à gérer ces nouvelles générations, à se positionner comme leadership et comme chef de projet au sein d'une unité. Donc, bien sûr, en binôme avec les équipes médicales, mais il faut vraiment avoir cette dynamique projet avec nos équipes. Donc, le cadre de terrain, le manager a vraiment toute sa place pour contribuer à la fidélisation de nos équipes. Merci pour cette réponse. Je pense qu'il y a une autre question. Bonjour, Jocelyne Pavon, je suis directrice d'un centre hospitalier en Isère. On a évoqué la fidélisation et pas la partie fatigabilité des postes et maladies professionnelles, absence de médecins du travail. Et pour nous qui travaillons aussi sur tous les sujets que vous avez évoqués, je ne sais pas bien comment aborder cette partie-là qui fait quand même cruellement défaut parce qu'on a des professionnels qui parfois ont l'envie. On leur demande de s'activer, ils s'activent beaucoup, je trouve, dans tous les sens. Ils réagissent, ils sont assez habiles. Cela dit, on n'arrive après pas forcément à régler la problématique de se réinsérer dans un emploi qui continue à être proche des soins, peut-être moins fatigant. Et il n'y a pas de médecin du travail qui soit... On a une médecine du travail qui est externalisée, donc pas forcément très proche non plus de nos préoccupations. Et je voudrais alerter quand même sur ce sujet parce que on perd beaucoup de ressources comme ça, et en plus des ressources de professionnels qui ont choisi ce métier, qui auraient envie de le faire, ou encore être auprès des patients qui ne peuvent pas l'être. Et le deuxième volet qu'on n'a pas évoqué, c'est le volet juridique, et je trouve qu'il y a une prise de risque. On l'a vu avec la Covid. En tant que directeur d'hôpital, on se dit qu'on mangera probablement des oranges quelque part à un moment donné. Après tout ça, on a pris des responsabilités, mais les médecins aussi, et les soignants. Donc ça a été un peu la double peine quand même par rapport à cette gestion de la crise où chacun s'est démené et on se dit que peut-être en plus il y aura un effet boomerang avec des familles aussi qui ont été extrêmement bouleversées, maltraitées parfois, et qui sont maltraitantes aussi. Donc c'est le volet de la tension qu'on a au sein de nos hôpitaux, les situations, je n'ai pas pu aller à toutes les conférences, mais on avait qui touchaient à la relation patient-soignant. Et tous les jours, on voit un peu de brutalité quand même entre les professionnels, soit au sein même des équipes, parce que certains sont à bout, soit entre les usagers et les professionnels.
Et je suis contente, pourtant je suis une ancienne directrice financière, qu'on ait quitté le ton de la performance, de la marge brute, parce que là aujourd'hui je ne vois pas où on pourrait vraiment le situer. Mais on parle quand même encore beaucoup de performance, d'efficience, etc. Avec des professionnels qui sont un peu fatigués et qu'on cherche à retenir. Je pense qu'il faut quand même aussi réagir sur ces notions de la violence. Je sais que c'est dans les thématiques, puisqu'il y avait des stands qui en parlaient, mais aussi la médecine du travail. Et si on ne trouve personne pour répondre à ces problématiques, les durées de carrière professionnelle, elles sont déjà pas très longues. Les infirmières, je crois que j'avais entendu 5 ans, ça me paraît hallucinant, parce qu'avec 3 ans de formation, du coup, c'est dense hein, comme carrière. Mais une aide-soignante, finalement, au bout de 10 ans, je pense qu'elle est un peu usée aussi. Moi, j'ai participé parfois à des animations pour voilà, être là en tant que directrice. Pousser des chariots, c'est encore plus facile, c'est déjà physique. Mais alors, les toilettes, ça doit être encore hyper plus compliqué. Bref, il y a d'autres pans qui sont à traiter, parce que je suis optimiste quand même. Mais il ne faut pas oublier ces sujets. Alors, effectivement, la pénibilité au travail, elle est raccrochée aussi à la question de la fidélisation. On l'a pas abordé, on l'a évoqué avec la qualité de vie au travail, mais effectivement, il nous aurait fallu 3 heures pour aborder toutes les facettes. Par contre, je pense que Monsieur Henaf, vous voulez réagir par rapport à ce que vous avez entendu ? Oui, sur un aspect, alors je vous inciterai par rapport à la question précédente à aller regarder ce qu'a fait les HCL sur leur plan de management. On a remis hier un prix d'attractivité médicale sur ce sujet-là, parce que je pense qu'ils ont vraiment fait un plan global et beaucoup d'établissements devraient s'en inspirer, c'était très très intéressant. Et sur ce sujet de la médecine du travail, c'est vraiment le sujet de la deuxième partie de carrière. Alors, c'est à la fois les agents, pas médecins du travail, mais comment on gère l'épuisement, la fatigabilité, je crois, au travail. Et surtout, on voit qu'on a une médecine du travail qui aujourd'hui n'est pas la spécialité la plus attractive à 25 ans. Quand on choisit l'internat, les étudiants en médecine ne se dirigent pas vers la médecine du travail et c'est dommage. Peut-être que c'est un sujet qui nécessite un peu de maturité et que sur le tard, certains professionnels médicaux auraient envie de faire ça comme activité. Moi, j'ai accompagné une médecin qui ne pouvait plus faire son métier pour lequel elle avait été formée et qu'elle avait fait sa première partie de carrière et qui a voulu faire médecin du travail. Et je crois qu'on a un projet, une réussite là à mener dans les prochaines années, c'est le projet de deuxième DES. C'est de dire, il faut créer des parcours où un professionnel, un médecin qui actuellement est en clinique, au niveau des urgences, qui est en médecine, qui est en chirurgie, et ben, son métier à 45 ans, il n'a plus envie de l'exercer pour tout un tas de raisons. Et il faut qu'il ait la possibilité de passer un deuxième DES, et notamment, je pense, pour la médecine du travail, ça serait très facilitant pour avoir les professionnels dont on manque aujourd'hui, notamment pour ces questions d'accompagnement, de réorganisation des activités, de meilleure gestion des fatigues individuelles. Je crois que ça, c'est vraiment un enjeu majeur pour la future. Je vous propose de terminer sur cette vision plutôt positive d'avenir. Et finalement, on a commencé en disant que l'enjeu numéro 1 des établissements, c'était la fidélisation des soignants. On dira que l'enjeu numéro 2, c'est finalement s'accorder sur la pénibilité, essayer de répondre à cette problématique. Je vous remercie tous d'avoir assisté, participé à cette agora. Et bonne fin de salon. À très bientôt.